Pastime. Pastime, sortez plus, dépensez moins. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de Tous Azimuts, la 50e déjà, avec Joseph Weissmann et Dominique Fillon. Alors Dominique Fillon, vous venez la semaine prochaine à Sablé avec votre quartet. On sera 5 en fait d'ailleurs. Oui, plus quartet, une guest, plus invité, voilà. un invité, une guest star. Donc pour un concert à 20h30 à la salle Joël Le Teul. C'est Sylvain Gontard la guest star. C'est un trompettiste, d'accord. De jazz parisien. Et vous allez donner quoi en concert alors Americas? On va jouer essentiellement Americas, qui est un album qui est sorti il y a maintenant un an, mais j'en ai un autre qui est sorti au Japon et qui va bientôt sortir au printemps. Donc on va aussi pouvoir montrer une partie de ce nouvel album. Et puis quelques titres du premier qui s'appelait Détour, parce qu'il y a aussi des gens qui ont cet album et qui souhaitent entendre. Donc alors vous parliez du Japon, j'ai vu que vous aviez dit dans une interview que c'était le pays au monde où on écoutait le plus de jazz, le Japon. Ah, c'est incroyable. Vous pouvez pas rentrer dans un magasin, n'importe quel genre de magasin, que ce soit un restaurant, enfin n'importe quel commerce, il y a du jazz dans les haut-parleurs. C'est vraiment incroyable. Alors j'ai essayé de comprendre ça. Moi j'ai une petite idée par rapport justement aux bases américaines, puisque évidemment c'est un pays dans lequel il y a encore des bases américaines. On pourrait presque dire qu'il est occupé finalement, puisque c'est un pays qui a perdu et les Américains se sont installés là. Et finalement il y a des générations entières de gamins qui ont entendu la radio américaine. Donc aujourd'hui ces gens sont plus vieux et finalement c'est leur musique, puisqu'ils ont entendu ça toute leur vie. Donc voilà. Et puis ils sont ils aiment les objets, ils aiment les CD, ils achètent des CD. Ce qui n'est plus le cas du monde entier, comme vous le savez. Ils aiment les objets, ils aiment le design, ils aiment avoir un CD chez eux, donc ils achètent des disques. Et c'est vrai que c'est un des derniers pays au monde où on achète des CD. Le problème du disque, justement, ça touche aussi le jazz ? Alors non, oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, comme les gens qui écoutent du jazz sont des gens qui aiment les pochettes parce qu'ils aiment voir qui joue, où est-ce que ça a été enregistré, etc. Les vrais amateurs. Ça touche moins le secteur du jazz que les autres. Et d'ailleurs, le secteur du jazz est un secteur qui n'a pas reculé par rapport aux autres secteurs. Il est même plutôt en progression. Enfin, ça reste quand même un tout petit pourcentage par rapport aux ventes générales. Très bien. On va écouter un extrait de Americas et puis on continue à discuter ensemble. C'était enregistré où? Ça c'est... je sais plus, attendez, ça va me revenir. C'est à Levallois. À Levallois. Ça vous plaît, Joseph Weissmann, cette musique? Oui, je suis pas très musicien, mais oui, c'est bien, j'aime bien. Ouais. Vous n'écoutiez pas du jazz quand vous étiez interprète et négociateur avec l'armée américaine à la Libération? Enfin, en même temps, vous aviez 13 ans. Hein. Bon, oui, puis, non, il n'y a pas beaucoup de musique. Hein. D'accord. Il y avait beaucoup de chewing-gum, mais pas... je voudrais revenir au Japon. Votre épouse est japonaise, je crois. Enfin, elle est française, mais d'origine. Sa maman est 100% japonaise. D'accord. Vous êtes une grande vedette au Japon? Non. Oui, vous êtes modeste aussi, bon. Mais j'ai fait beaucoup de concerts au Japon qui marchent bien, mais il faut aussi être honnête. Ils adorent le jazz, ça marche forcément bien facilement. Voilà. Donc effectivement, c'est. Ça veut dire que ça marche mieux qu'en France, quoi.
Ça marche mieux qu'en France. Non, c'est à peu près égal. Je vends. Mais je veux dire, vous êtes moins connu en France qu'au Japon. Disons qu'en France, j'ai commencé avec des difficultés par le fait que je m'appelle, voilà, que j'ai un nom connu et une tête qui ressemble à la personne, voilà. Donc j'ai commencé par avoir. Ah oui, c'est un désavantage plutôt qu'un avantage. Oui. Dans le milieu artistique, par exemple. Tant que j'accompagnais des gens, c'était pas grave. Tant que j'étais pianiste, chanteur, etc., il n'y avait pas de souci. Quand je me suis mis en avant et que j'ai mis mon nom sur une pochette, alors oui, il y a eu des réactions un peu étranges, pas sur la musique d'ailleurs, parce que souvent les gens, ça plaît plutôt bien, ouais. Mais c'est quand les gens ont fait la relation, enfin surtout des patrons de salles de spectacle, qui étaient intéressés par le spectacle et qui, quand ils savaient qui j'étais, se disaient ah non, on peut pas le faire parce que c'est étrange parce qu'on soit, c'est passé. Même, enfin, je veux dire qu'on soit, même si on est de gauche, votre frère, il n'a pas une image terrible. Si vous s'appelleriez Dominique Sarkozy, à mon avis, ça serait quand même beaucoup plus compliqué, non? Je pense que le problème est le même. Et puis, je vais pas rentrer dans des considérations comme ça. Je pense que le problème de base, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a 2 enfants, dont un, enfin, il y a un Pierre, des enfants qui fait qui est producteur de rap. Et je pense qu'il a dû avoir les mêmes soucis que moi. Mais il a changé de nom déjà. Il a changé de nom. Moi, je l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû le faire dès le début, mais je l'ai pas fait. Et maintenant que j'ai fait un bout de chemin avec ça, il est trop tard pour le faire. Et puis bon, voilà. Il n'aurait pas suffi, Dominique Fillon, de changer de nom. Il aurait fallu changer de tête aussi. Voilà, parce que je reprends une déclaration que vous aviez faite à Paris Match il y a 1 an ou 2. Vous disiez, si je mets un costume et que j'ai la raie sur le côté, je suis mort. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Une cravate. Voilà. Une cravate et la raie, ouais. Vous parliez de musiciens, de chanteurs que vous accompagnez. Vous avez travaillé pendant 10 ans avec Lavilliers, Fugain, Jimmy Cliff. Vous avez été, j'ai lu ça dans votre biographie, le découvreur de Sanseverino. Oui, exactement. Stéphane Sanseverino était backliner, donc la personne qui s'occupe du matériel sur scène des tournées de Michel Fugain, et donc je l'ai connu comme ça. Il nous faisait rire, il réparait notre matériel, il le mettait en place, etc. Et il était déjà extrêmement drôle. Et voilà. Et quelques années après ces tournées, il est venu me voir en me disant j'ai des chansons, ça fait un moment que je propose ça aux maisons de disques. Pour l'instant, voilà, personne n'en veut. Je voudrais ton avis. Il m'a dit d'ailleurs plus tard qu'il voulait l'avis d'un pro. Voilà, c'est pour ça qu'il voulait mon avis. Donc j'étais assez touché. Et j'ai écouté, j'ai entendu des merveilles. J'ai vraiment eu l'impression d'être en face peut-être d'un Brassens, voilà, dans toute proportion gardée, mais avec comme ça l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans le studio et que ce que j'entends, je suis peut-être le premier à l'avoir entendu et ça va être un régal de pouvoir montrer ça aux autres. Donc j'ai produit son premier album. En tout cas, je lui ai constitué toute l'équipe pour la production, c'est-à-dire le producteur financier, la maison de disques, l'éditeur, etc. Et puis ça a bien marché. On a fait 3 disques ensemble et qui se sont très bien vendus. Et puis vous avez décidé de prendre votre envol personnel. C'était le premier CD, c'était Détour, il y a 3 ans. C'était un peu en même temps tout ça. Ouais. Hein. J'ai fait Détour à peu près. Enfin, je commençais à préparer ma carrière solo au moment où je préparais l'album de Sanseverino, le premier, en fait. Donc c'est à peu près la même, autour de 2000 et quelques. Alors vous êtes compositeur, arrangeur, pianiste, mais aussi, et on va le voir, chanteur. Hein. I went to search the sky above, to see if life has hidden love beyond me. I went to search the ocean wide, to find a trace or clue inside the waves. And on that deep and fateful night, I read your words in black or white. You said that you have to leave me here and now. Vous êtes chanteur. Je me sens pas chanteur, mais je chante. Et j'aime ça, j'aime utiliser ma voix comme un instrument de plus. Voilà.
Vous chantez beaucoup Non, je chante pas beaucoup. J'aime bien le faire un petit peu. J'ai pas de prétention, mais je trouve ça agréable. Je trouve ça agréable d'avoir un instrument de plus dans le spectacle. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me poussent à le faire. J'ai souvent dans le public des gens qui me disent tu devrais chanter plus. On me conseille aussi de faire un album entier de chansons, ce que j'ai pas franchement envie de faire pour l'instant, mais voilà, je chante. Je suis pas chanteur, mais je chante. La musique, vous êtes autodidacte. Oui, j'ai appris tout seul. J'ai appris tout seul dans ma chambre. Assez en full tour, en écoutant les disques divers et variés que j'entendais chez moi, qui étaient la musique classique, donc diffusée par mon père très 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 largement. Pratiquement 24 heures sur 24. Ah oui, je plaisante, mais c'est pas loin du compte. Par la musique pop que mes frères écoutaient. Donc on était là sur une pop anglaise, blanche, Beatles, Rolling Stones, etc. Et par contre, quand moi j'ai fait mes choix, que je suis allé m'acheter des albums, je suis allé directement vers de la production noire, en fait, c'est-à-dire soit du jazz vraiment noir, soit du reggae, soit de la musique brésilienne, soit de la musique africaine, etc. Alors ça n'a aucune explication, c'est venu comme ça. J'aime beaucoup le rythme, en fait. Donc je suis allé vers des musiques extrêmement rythmées. C'est votre frère Pierre qui avait une fanfare de jazz ? Oui, c'est le premier groupe dans lequel Pierre, c'est l'ophtalmologiste, le vice-président de la CO pour que les gens de la Sarthe qui connaissent. Et Pierre était étudiant en médecine à la fac de Tours, et comme beaucoup de facs de médecine, il y avait une fanfare. Là, c'était une fanfare de jazz. Et ils avaient remarqué que je me débrouillais un peu avec la batterie notamment, et ils m'avaient engagé, quand ils pouvaient, parce que j'avais 12 ans, donc c'était en fonction aussi des possibilités quand ils passaient dans le coin et quand mes parents me laissaient partir, j'allais jouer de la caisse claire avec eux. Vous savez, ça s'appelait comme les marching bands. On est dans la rue et moi je faisais la caisse claire et j'étais fier. Voilà, c'était assez extraordinaire. C'était la première expérience finalement de groupe et j'étais avec des gens qui avaient 25, 26, 30 ans et moi j'en avais 12 et c'était génial. Et il aime ce que vous faites aujourd'hui, Pierre ? Oui, alors vous savez, on est tous les trois assez, surtout eux, ils sont assez discrets sur il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas de, vous voyez, sur ce que je veux dire, sur la façon d'exprimer les sentiments. On avait cru comprendre voilà, mais Pierre pour aussi, l'un Pierre en est particulier. quelqu'un de discret, en tout cas par rapport à moi qui vais sur scène exprimer mes sentiments, c'est forcément extrêmement différent. Mais ils sont toujours impatients d'avoir le dernier album, ils le veulent avant tout le monde et voilà, et puis de la façon dont ils l'entendent et surtout la façon dont ils le diffusent. Quand je vois surtout des amis de Pierre ou de François qui me disent tiens, on a écouté cet album chez ton frère, on a adoré, on l'a acheté, etc. Là, je vois que le truc se fait un peu tout seul. Et votre papa, Michel, votre maman qui est historienne, Anne, lui qui est très classique, le jazz, il s'y est mis ? Il écoute beaucoup mes albums, il écoute beaucoup dans la voiture, il le distribue aussi, je crois même qu'il le copie, ce qu'il ne devrait pas faire. Ah non, c'est pas bien ça. Mais ça montre aussi à quel point il aime ça, et puis voilà, il m'en parle, il me dit j'aime plus ce morceau-là que celui-là, je suis plus... il aime évidemment les choses plus douces que celles qui sont très rythmées. D'accord. En première partie de votre concert à Sablé vendredi prochain, il y a, je le signale, un trio A qui fait du jazz rock, vous connaissez ça ? Non. Alors par contre, j'ai vu qu'il y avait un batteur qui s'appelle Boucherie, c'est ça ? J'ai joué très longtemps avec un batteur du Mans qui s'appelle Jean-Yves Boucherie et je me demande si c'est pas son fils. Voilà, donc je suis impatient de savoir parce que ça m'amuserait de voir si c'était lui. Quoi. D'accord. On écoute un troisième extrait de Americas, donc que vous pourrez retrouver sur scène en live, comme on dit en français, vendredi prochain à Sablé-sur-Sarthe. Et c'est Diabolo 66, c'est ça ? Non, Diabolo c'était tout à l'heure, donc ça doit être Americas. Non, tout à l'heure c'était Non, tout à l'heure c'était Diabolo. Ah, c'était Diabolo. Alors on écoute un troisième, vous allez nous dire ça après.
Et donc tout à l'heure on a entendu Diabolo et 66. maintenant c'est Americas. Le concert ça dure combien de temps? 1h30 à peu près Oui, je dis toujours que ça dure 1h30 et ça finit par 2 heures. Donc... Parce que vous biffez bien et puis que c'est difficile de s'arrêter, oui. Vous dites à propos du jazz qu'on a l'impression que c'est pour ça que vous aimez aussi beaucoup le jazz, c'est que à travers l'improvisation on montre vraiment qui on est. Oui, je trouve que c'est finalement une musique extrêmement moderne et qui le sera toujours parce que le principe du jazz c'est l'improvisation et c'est d'exprimer quelque chose sur le moment et qui sera plus jamais pareil, c'est unique. Cette impro que vous avez entendu là, je la referai pas samedi. Alors on a un thème, on a on a une improvisation qui est guidée, qui est cadrée. Oui, je comprenais pas très bien ce que c'était que l'improvisation. Ça part pas de n'importe quoi. En fait, ça vient vraiment des origines du jazz. Les origines du jazz, je vais pas tout vous faire le cours, mais en gros, c'était donc les esclaves américains qui avaient perdu leur personnalité, puisqu'on leur enlevait leur personnalité pour qu'ils deviennent finalement des machines, enfin des êtres à travailler, et qui n'avaient pas le droit de s'exprimer. Et puis tout d'un coup, on les a laissés pour faire des fêtes, etc., jouer des instruments, mais il fallait pas jouer la musique de leur pays. Donc ils ont joué la musique, finalement de la musique européenne, ce qu'il y avait à l'époque, et ils jouaient le thème, et puis après, ils se sont mis à improviser, à jouer avec. C'est-à-dire que tout d'un coup, à partir d'une mélodie, on se met à changer une note, deux notes, trois notes, et à partir du moment où on change une note, on redevient quelqu'un, puisqu'on fait quelque chose qui est unique. J'avais un ami qui raconte ça très très bien, Jean-Michel Proust, qui dit le fameux oh yeah qu'il y a dans le blues. À partir du moment où quelqu'un fait ça dans l'assistance, il est unique, c'est son son à lui, voilà. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, et c'est en ça que je trouve que c'est une musique qui restera toujours moderne, puisque c'est la musique de l'instant, voilà. En tous les cas, Dominique Fillon, j'ai l'impression que le jazz, c'est quelque chose qui rend heureux. Vous avez l'air bien, vous avez l'air heureux. Moi, je suis plus heureux quand j'en fais que quand j'en fais pas. Et oui, et les moments où je suis le mieux dans ma peau, c'est les moments où je suis sur scène à en faire, c'est sûr. Vous préférez nettement avoir fait du jazz que de la politique? Oui, c'est sûr. Mais je considère que c'est extrêmement important, la politique. Et surtout, je suis reconnaissant à tous ceux qui en font d'en faire, puisque je suis persuadé qu'on vit dans un pays. Là, on vient de passer sur cette histoire de Monsieur Weissman qui est extrêmement touchante et je trouve que la paix dans un pays et dans le monde est extrêmement précaire et très sensible et très fragile. Et je pense qu'elle est, pas à la merci, mais que c'est vraiment, ce sont ces gens-là qui peuvent nous préserver d'horreurs qui se sont déjà passées. C'est ce que vous pensez aussi? Tout à fait. J'aurais pas su le dire aussi bien, mais vous avez tout à fait raison, et on peut ajouter qu'on est à la merci à chaque instant d'un changement. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne nous dit pas que prochainement, il n'y aura pas un fou qui prendra les rênes du pays. Et il est même arrivé qu'un fou, vous voyez, prenne les rênes d'un pays comme l'Allemagne. Légalement. Légalement et démocratiquement. Alors, il faut être sur le qui-vive en permanence. Et moi, je suis comme vous très reconnaissant aux hommes politiques qui ont un dévouement fantastique pour leur pays. Merci, Joseph Weissman. Dominique Fillon, merci d'être passé sur ce plateau. Je vais vous libérer parce que vous avez des obligations familiales. Et on viendra vous écouter vendredi prochain, le 21 octobre, à Sablé-sur-Sarthe. Je crois que vous pouvez même, voilà, le numéro de téléphone, le 02 43 62 22 22 pour se renseigner et réserver. Et on se retrouve avec Joseph Weissman qui reste avec nous après la page de publicité. À tout de suite. Tous azimuts avec Pastime. Pastime, sortez plus, dépensez moins.